Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français avec la presse quotidienne régionale et TV5 Monde. 3 parties dans cette émission, dans quelques secondes le journal des territoires que je vais vous présenter, puis l'invité politique de Territoire d'Info à 8h, c'est Manuel Bompard, le directeur des campagnes de la France Insoumise qui sera notre invité, et puis en troisième partie, Territoire Sénat avec l'information parlementaire et politique du jour. Tout de suite, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve dans un tout petit instant. Les recherches ont duré toute la nuit et devraient se poursuivre ce matin. 3 immeubles se sont effondrés hier dans le centre de Marseille. On compte au moins 8 disparus. Une enquête a été confiée à la police judiciaire qui doit déterminer l'origine de la catastrophe dans ce quartier défavorisé du centre-ville qui compte de nombreux immeubles dégradés, voire insalubres. Écoutez la réaction du maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. On pourra faire d'autres investigations plus fortes. Ce qui compte, c'est qu'on trouve le moins de morts possible, mais nous pensons qu'il y en aura. On part en Essonne maintenant, le combat sans fin contre les campements illicites. L'Essonne fait partie des départements franciliens les plus touchés par la présence de bidonvilles. Certaines entreprises se plaignent de la présence illicite de camps de Roms à proximité de leurs locaux, pouvant parfois perturber leurs activités. Élus et chefs d'entreprise se sont réunis pour échanger autour de ces campements illégaux. Yamina Bendaïda pour Via Grand Paris était présente à cette réunion. 65 zones d'activité économique en Essonne connaissent la présence de campements illicites. C'est près d'un tiers des zones d'activité du département. À Bondoufle, la rue Gustave Eiffel est longée de multiples entreprises et au milieu de cette zone d'activité, il y a ce bidonville collé à cette entreprise spécialisée dans l'accompagnement médical. Pour ce chef d'entreprise, la présence de ce bidonville constitue un véritable danger. On voit la cuve qui a nécessité une déclaration auprès de la préfecture puisqu'elle contient 3000 litres de gaz d'oxygène liquide, et on voit qu'à proximité il y a un ensemble de détritus, notamment de carton, largement inflammables qui mettent en risque l'ensemble du site. Parmi les autres problèmes que suscite l'occupation illicite du terrain, au 34 rue Gustave Eiffel, il y a aussi le manque d'hygiène. Ils ont installé une toilette extérieure derrière le grillage, donc juste à quelques mètres de nos fenêtres, et qui sont des toilettes extérieures sans fosse septique, sans rien. Donc vous imaginez qu'il y a des odeurs, qu'il y a un certain nombre d'insectes, de mouches qui l'été envahissent complètement le bâtiment. Les camps de Roms installés à Bondoufle constituent une épreuve pour les entreprises et la commune car malgré de nombreux recours en justice, la situation perdure. En cause, une législation qui ne permet pas d'expulser les occupants aussi simplement. Il faut un plan social, un schéma pour les déplacer et c'est très compliqué. Mais si les espaces sont finalement évacués, les élus constatent un transfert des populations vers d'autres terrains ne faisant que déplacer le problème sans le régler. Parlons maintenant d'un recrutement sur mesure. D'ici quelques mois pour Noël, le saumon fumé sera sur de nombreuses tables. Pour préparer cette période, les entreprises comme Mère Alliance à Quimper recrutent avec plus ou moins de succès. La direction a donc décidé de changer ses méthodes de sélection et d'intégration des saisonniers. Un emploi a même été créé pour les accompagner. Découverte de cette nouvelle méthode de recrutement avec Tara Lagoutte de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, notre partenaire en Bretagne. Ils sont 6, certains demandeurs d'emploi, d'autres représentants d'une agence d'intérim. Et tous ont enfilé l'équipement d'un salarié de l'usine le temps d'une visite. Je suis en charge de leur faire visiter les locaux, leur expliquer comment on fonctionne, de les poster sur ligne pour qu'ils le constatent par eux-mêmes, le travail, le métier. Et ensuite, en fonction des résultats des tests, j'intègre ou je n'intègre pas les personnes en fonction de comment s'est passé le test. Des postulants qui ont malgré tout le droit à l'erreur. Le but est avant tout de jauger leur agilité et leur faculté d'adaptation. Félicia, par exemple, a pu tester le plateau traiteur. Il y a une rapidité, mais j'ai essayé de suivre le rythme et après
ça allait mieux. J'ai fait les postes, il y a des poissons qui tournent avec les lignes. On prend les poissons, on met dans les cagettes et on lève les tâches qu'il y a, on fait des contrôles. En plus du recrutement, l'entreprise a aussi revu sa manière d'intégrer les nouveaux salariés. Donc le rôle de Sylvie sur cette partie-là, c'est vraiment de les accompagner, de faire le point régulièrement avec eux, de passer dans les ateliers, de voir si ça se passe bien. Ça met en confiance les salariés qui intègrent l'entreprise parce qu'ils ont un interlocuteur unique pour toutes leurs problématiques. J'ai perdu mon cadenas, j'ai perdu, je sais plus où j'ai mis mes bottes. Et la méthode porte ses fruits. Depuis janvier, le taux de rotation a été divisé par 2. Le but de Meralliance est d'embaucher 200 à 300 saisonniers pour la période de septembre jusqu'à janvier. Un radar, certes, mais celui-là va vous faire plaisir. C'est une première en Haute-Savoie, un radar pour protéger la faune sauvage. En concertation avec la Fédération des chasseurs, le département a mis en place un radar faune sauvage. Après un an de service, les premières données ont été analysées. Victoria Lopez pour 8 Mont-Blanc nous explique le fonctionnement de ce dispositif. Muni d'une caméra infrarouge, le radar fonctionne dès la nuit tombée. Lorsqu'il détecte la présence d'animaux, le système infrarouge déclenche l'affichage sur panneau lumineux d'un message d'alerte aux automobilistes. On voit que les axes routiers, les axes de déplacement ou l'urbanisation peut être confrontés à notre faune et à notre flore. Donc du coup, c'est important de pouvoir agir aussi sur ces secteurs. Et on voit qu'avec un système de radar, on arrive à préserver et la sécurité routière et la faune aux Savoyardes. La route départementale 1508 se situe au milieu du corridor écologique entre les Bauges et le massif de la Tournette. L'objectif du dispositif est donc de préserver ce passage et les espèces qui en dépendent. Depuis le début, la Fédération des chasseurs a été initiateur du projet. Donc notre travail a consisté à faire d'abord toute l'étude préalable pour l'installation du dispositif, donc identifier exactement les coulées de passage, identifier les différentes zones où les mâts devraient être installés, toute l'étude foncière qui est liée, donc tout ce travail préalable à l'installation. Après plusieurs études, le secteur de la départementale a été identifié comme le plus important point noir du département en termes de collision. C'est sur ces indications que nous avons installé ces quatre mâts, ces 4 caméras, et nous savons déjà que là où il y avait une cinquantaine d'accidents, de chocs frontaux entre du gibier et des véhicules, voitures ou camions, eh bien, nous avons diminué de plus de 50-60% ces accidents, donc c'est une bonne nouvelle. D'autres dispositifs du même type incitant les automobilistes à lever le pied devraient être installés sur plusieurs sites du département. Voilà, complètement autre chose. Si les robots intelligents vous passionnent, ce reportage est pour vous. Petite révolution dans le domaine du tri des déchets. Un robot qui est capable de reconnaître et de trier les déchets a été installé sur une chaîne de tri à Amiens. C'est une première européenne. Ce robot est capable d'effectuer 3600 gestes de tri par heure contre 2200 pour un opérateur humain. Un reportage d'Anne-Charlotte Duvivier pour WEO TV. Voilà Max AI, un robot capable de reconnaître des dizaines de milliers d'objets. Son terrain de jeu, une chaîne de tri de déchets fibreux au sein de la plateforme Veolia de tri de déchets ménagers à Amiens. Par son bras articulé, Max AI repousse tout ce qui n'est pas petit papier ou carton. Il met les plastiques d'un côté pour les envoyer ensuite sur le tri séquentiel et le tri téléopéré, l'aluminium d'un autre côté et les refus de tri qu'il met directement sur la partie des refus de tri. Il laisse passer que les fibreux et l'opérateur qui est derrière moi contrôle ce qu'a fait le robot et rectifie le cas échéant si nécessaire. L'opérateur en bout de chaîne qui contrôle le travail de ce robot, c'est Benjamin. Et pour lui, cette automatisation est plutôt la bienvenue. Ça fait plaisir parce qu'il nous aide à faire moins d'efforts par rapport à avant. Là, il apprend. On apprend avec. Un robot dopé à l'intelligence artificielle qui répond aux enjeux du tri aujourd'hui. Contre 2200 gestes par heure pour un opérateur humain, Max AI en réalise lui 3600. En effet, pour mieux recycler, les plastiques notamment à 100% contre 26% aujourd'hui, la qualité du tri doit être améliorée. Le but, c'est que l'ensemble de ces produits, donc les 12 valorisables que nous trions sur le centre de tri d'Amiens, partent pour être recyclés dans leur filière, avec les 5 résines plastiques.
Une première européenne qui pourrait faire des petits chez Veolia. Sur le site d'Amiens, 22 tonnes de déchets sont triés chaque année via le tri téléopéré ou via ce robot Max AI. L'innovation technologique le prouve. Elle offre incontestablement de nouvelles capacités de tri. Voilà, on poursuit ce JT des territoires avec dans un instant les unes, la revue de presse de la presse quotidienne régionale. Dans un instant, à tout de suite. On commence bien sûr avec l'horreur à Marseille et une course contre la montre, Saveria. Une course contre la montre dans les gravats alors que 10 personnes manquent toujours à l'appel. 2 immeubles se sont effondrés lundi, rue d'Aubagne, une rue très fréquentée du centre-ville de Marseille. Le premier immeuble était muré, le second encore habité. Un habitant a vu le bâtiment s'effondrer sur ses 2 amis. Autre témoignage à lire dans la Provence, les riverains qui avaient alerté les autorités sur le danger. Ils parlent dans le quotidien. Et puis il faut lire l'éditorial de Romain Capdebon sur cette tragédie annoncée, sur le choc après l'effondrement. On serait écrit en Syrie, après un bombardement, Emmanuel Macron exprime l'affection, la solidarité de la nation. Christophe Castaner est arrivé sur place hier soir. Le ministre de l'Intérieur qui se dit peu optimiste de retrouver des survivants. La Provence, l'horreur, 4 pages spéciales ce matin. La polémique autour des prix du carburant à la une du courrier Picard et calmer la colère, c'est le problème. Comment calmer la colère autour des prix du carburant? Cette flambée des taxes cristallise les tensions, la colère monte alors que se profile la grande mobilisation du 17 novembre. La région de France montre l'exemple. Le gouvernement étudie la généralisation de l'aide au transport mise en place dans la région. Les habitants de la région peuvent bénéficier sous certaines conditions d'une aide de 20 € par mois sur leur trajet domicile-travail. Emmanuel Macron a annoncé vouloir défiscaliser cette aide au transport de 20 € par mois. Des solutions innovantes promises par le président pour accompagner ceux qui doivent se déplacer pour travailler pourraient être annoncées dans la journée. Puis la suite du déplacement dans l'Est d'Emmanuel Macron dans le cadre de son itinérance mémorielle. On y reviendra ensuite dans le Club de la Presse avec Thierry Dupont. Dans le cadre de son itinérance mémorielle, le chef de l'État inaugure aujourd'hui à Reims le monument aux héros de l'armée noire. 400 personnes sont invitées, un président qui veut parler de la France d'hier et de la France d'aujourd'hui. Ce matin, Emmanuel Macron est aux Éparges pour un recueillement devant la statue de Maurice Genevoix. En début d'après-midi, il sera à Verdun pour une cérémonie avant donc l'arrivée à Reims. Et demain, tout le gouvernement dans son ensemble sera à Charleville-Mézières pour un conseil des ministres décentralisé. Et un cri d'alarme à la une de Sud-Ouest dirigé par Jean-Pierre Dorian ce matin. Le cri d'alarme des hôpitaux et des cliniques avec plus d'1,5 milliard de pertes en 2018. Leurs finances sont dans le rouge. Une situation financière périlleuse des hôpitaux publics qui menace désormais la qualité des soins. Aujourd'hui, 4 fédérations hospitalières qui regroupent public et privé interpellent le gouvernement. C'est rare et cela en dit long sur les finances de ces établissements. Reportage dans la région où la situation est donc préoccupante. Et on termine avec les DNA, les dernières nouvelles d'Alsace et Europa Park, Saveria. C'est l'histoire du jour. Europa Park, c'est un méga projet de téléphérique au-dessus du Rhin. Europa Park, c'est le 2e plus grand parc d'attractions d'Europe. Il se trouve en Allemagne. Et les propriétaires ont lancé un projet un peu fou, un téléphérique géant. Europa Park veut construire un téléphérique pour relier la France à son parc d'attractions. Un accord a même été trouvé entre la direction et l'Élysée. Le projet a été présenté et salué par Emmanuel Macron, le président qui salue cette idée franco-allemande dont l'investissement en France permettra de créer des milliers d'emplois. Merci Saveria. On vous retrouve en 3e partie de cette émission pour l'actualité parlementaire et politique. Tout de suite, on part au Club de la Presse. Thierry Dupont, Jean-Baptiste Forêt dans un instant. Bonjour Thierry Dupont de l'Express. Bonjour Cyril. Bonjour Jean-Baptiste Forêt de la Gazette des communes, des départements et des régions. Merci d'être là. Bonjour Cyril. Les deux sur ce plateau. Avec vous, Jean-Baptiste Forêt, on va parler dans un instant des départements, de leurs présidents et de leurs réunions. Avec vous, Thierry Dupont, on va s'intéresser à cet itinéraire mémoriel du président de la République à travers sa longue itinérance. Emmanuel Macron rappelle les valeurs indépassables du récit national. C'est l'objet d'un papier dans l'Express. Oui, écoutez, Emmanuel Macron a décidé de mettre ses pas dans celle des grands hommes. Je pense à
à Raymond Poincaré, qui avait fait à peu près le même chemin en 1918, alors que la victoire souriait aux Alliés. Ceux de De Gaulle aussi. Ceux de De Gaulle, bien sûr. Dernier chef d'État à avoir directement participé au premier conflit mondial. Bien sûr. Et puis qu'il y avait aussi ce goût de ces immersions auprès de la population. Depuis les présidents suivants, les présidents de la Ve République ont peu ou prou suivi la chose, mais pas avec la même longueur. C'est la première fois qu'un président part 5 jours comme ça. Donc voilà, et il a annoncé, il a un peu annoncé la couleur, Emmanuel Macron, dans ses interviews à la presse régionale ce week-end. Je pense notamment à l'interview donnée à l'Union et à La Voix du Nord, où il disait je veux vous parler de la France d'hier, mais également de celle d'aujourd'hui et de demain. Et on voit bien que tout est lié dans son esprit. Alors, dans ce papier de l'Express, vous dites c'est le premier d'entre eux, les présidents de la Ve République, à ne pas avoir eu à effectuer de service militaire et à retourner donc sur les lieux du carnage, et que ça prenait un sens très particulier. Alors il y a eu trois, on va pas dire polémiques, enfin 3 débats. Première dispute qui a été soulevée par la position adoptée par l'Élysée au sujet du 11 novembre. Il a été précisé que le sens de cette commémoration n'était pas de célébrer la victoire de 1918, parce qu'au fond, c'eût été campé l'Allemagne dans une position de vaincu, c'est ça? Oui, et puis tout le monde répète à longueur d'interview que l'Europe est menacée par le réveil des nationalismes. On n'allait pas faire du cocorico et du chauvinisme anti-allemand excessif. Donc il y a toute la cérémonie. C'est l'un des enjeux quand même. C'est rappeler quand même la boucherie de 14-18. Donc il y aura toute une série de rendez-vous diplomatiques. Je pense à Theresa May dans la Somme, Angela Merkel à Rotonde samedi, et puis la grande cérémonie du 11 novembre. Mais ce n'est pas le seul enjeu quand même pour Emmanuel Macron. On voit bien qu'il a envie de montrer que ces territoires qui ont payé un lourd tribut à la victoire sont aussi des territoires qui se réinventent, c'est ce qu'il a dit hier. Le Grand Est sont quand même des territoires qui se réinventent sans arrêt. Et puis on a aussi le sentiment qu'il a envie d'aller au contact de la population quand même. Alors, deuxième controverse qui a surgi, car les combattants dont on veut faire les vrais héros de cette commémoration étaient pour l'écrasante majorité des civils que l'on avait armés au fond. Oui, parce que c'est toute l'horreur de 14-18, c'est la conscription, les classes d'âge décimées les unes après les autres. Aujourd'hui, il est à Verdun. Verdun, c'est 163 000 morts, c'est plus de 200 000 blessés. Donc c'est vraiment plusieurs générations qui ont été décimées. Alors, troisième discussion, on va dire, qui s'est faite jour à propos de ces cérémonies. Alors là, elle est purement militaire. Ce sont les militaires qui veulent célébrer les maréchaux. Les maréchaux de France, et non pas ces 8 maréchaux qui ont dirigé les combats durant la Première Guerre mondiale en fait. Oui. Il y a, on voit bien qu'on essaye là, de monter des polémiques. Et en fait, c'est 5 d'entre eux qui ont été inhumés simplement. Oui. Est-ce que 100 ans après, est-ce que ça a vraiment beaucoup de sens ? Je ne suis pas certain en fait que ces polémiques, comme le dit Christian Macarian dans l'article que vous citez, sont des polémiques un peu inutiles. Les Français sont sensibles à cette itinérance mémorielle. C'est quelque chose qui l'Élysée l'espère en tout cas. c'est bien. On peut considérer que certaines générations de Français le sont, mais que les plus jeunes le sont moins. Il y a la volonté d'Emmanuel Macron d'inscrire tout ça, on l'a dit, dans le récit national, c'est-à-dire de rappeler l'histoire de la France. Je pense que les Français ils sont sensibles à la solennité de l'instant, c'est incontestable. Maintenant, on voit bien, et l'actualité le montre, qu'ils sont plus sensibles aujourd'hui à d'autres thématiques qui sont le prix de l'essence, le pouvoir d'achat. Et tout ça, ce sont des terrains sur lesquels la solennité du président reste à démontrer. Alors sur le plan politique, quant à savoir si Pétain aurait fait partie de ces célébrations, Françoise Parly, la ministre de la Défense, n'a jamais été question. Avait répondu qu'il n'en avait jamais été question. On passe au département avec vous, Jean-Baptiste Forêt, ce matin. Vous représentez la Gazette des communes, des départements et des régions. Et il faut dire, une bonne nouvelle, ça va un peu mieux entre le gouvernement et les départements. Mais ces derniers attendent des moyens financiers à la hauteur des engagements pour décider si oui ou non un ou une ministre pourrait se rendre à cette réunion.
Oui, c'est un congrès pas comme les autres, puisque 48 heures avant sa tenue, on ne sait toujours pas si le gouvernement sera les 8 et 9 novembre, à Rennes. À Rennes, les termes de la discorde sont assez connus, c'est-à-dire que les départements prennent en charge les mineurs isolés étrangers et les allocations individuelles de solidarité. Ils prennent en charge ces deux politiques à la place de l'État, qui se montrent quand même assez mauvais payeurs. Pour faire très très vite, les départements réclament un chèque d'environ 500 millions. Est-ce que le gouvernement sera prêt à le signer ? Vos pronostics, c'est tout l'enjeu. Je pense que le gouvernement a déjà entrouvert les vannes avec les régions. Il cherche quand même à déminer le terrain avec les collectivités. Donc il est probable qu'il fasse un geste. Ce serait un vrai geste politique parce que les départements ne sont pas la collectivité des premiers de cordée, plutôt des premiers de corvée. C'est-à-dire que c'est vraiment la collectivité des bureaux d'aide sociale, du RSA, des fins de mois difficiles. Et puis c'est aussi l'institution, le département traditionnel quand même de la France rurale qui aujourd'hui crie haro sur les hausses de carburant. Alors je voudrais que vous nous expliquiez un mot barbare qui est la péréquation. Elle est non négociable pour les départements. Pas sympa, Cyril. C'est assez simple en fait. Derrière ce mot barbare, il y a un système assez simple. C'est un peu Robin des Bois. C'est-à-dire qu'il faut prendre aux départements riches pour donner aux pauvres. Ça passe pas. Si, les départements sont quand même prêts à faire un geste, mais ils aimeraient bien que l'État aussi mette la main à la poche. Oui, c'est-à-dire que quand l'État dit faites de la péréquation, on va aller vite devant sa porte. Ils l'ont un petit peu mauvaise. Donnez l'exemple d'abord. Ouais. Et puis quand même, ce congrès s'inscrit, comme le disait Thierry, quand même dans une séquence qui est celle du roadshow d'Emmanuel Macron dans le Grand Est. Il cherche quand même à tendre la main aux élus de la France rurale. Tous les midis, il reçoit les maires dans des dîners républicains. Enfin, ça fleure bon la Troisième République. Donc, un clash avec les départements dans ce contexte-là serait quand même un peu vilain. Alors demain on reçoit Gérard Larcher, le président du Sénat, donc défenseur des territoires, dans cette matinale pour 1h30 d'interview, justement avant cette assemblée des départements de France les 8 et 9 novembre. Merci Jean-Baptiste Forêt. C'est la goutte de pétrole qui fait déborder le vase, c'est l'autre papier de l'Express. Aujourd'hui, Thierry Dupont, c'est des Français qui enragent. Surtout après cette affaire des 80 km/h, de ce prix du gasoil à la pompe. Oui, en fait, juste pour revenir sur le sujet précédent, sur l'itinérance dans le Grand Est, un député macroniste me disait hier, en fait, il va sur des territoires où ça n'imprime pas, notre politique n'imprime pas. C'est-à-dire que finalement, toute la transformation vantée, la transformation industrielle, la transformation de la France, tout ça, tous les mots, toutes les politiques lancées par Emmanuel Macron, finalement, les habitants sur place, eux, n'en perçoivent que très très peu de choses. Parmi les choses qui ont vraiment marqué, il y a le dédoublement des classes dans les zones difficiles, et puis peut-être pour certaines la police de la sécurité du quotidien, mais pour le reste c'est pas grand-chose. Donc et par contre les autres, les habitants voient cette hausse des prix du carburant, voilà, c'est le carburant qui peut représenter jusqu'à 150 € de plus par mois, et certains ménages, enfin beaucoup de ménages n'y arrivent pas. Il y a aussi un discours de décalage, on va dire, entre le peuple et les élites qui s'accroît. Alors, vous donnez l'exemple d'une femme qui raconte avoir vu François de Rugy prendre un hélicoptère pour aller voir une bergère dans les Pyrénées, alors qu'elle a vraiment du mal à supporter des leçons d'écologie et de problématiques sur le carburant qu'elle doit mettre dans son tracteur. Oui, c'est l'auteur Michel Feltin qui a trouvé cette interlocutrice, et qui effectivement rappelle l'épisode de François de Rugy allant en Ariège pour la réintroduction de l'ours, et qui, pour des raisons pratiques, mais aussi d'éviter la confrontation avec les éleveurs-chasseurs, avait choisi de rencontrer des gens en altitude, et donc c'était fait... Est-ce que c'est pas un symbole de cette déconnexion dont vous parliez ? Oui, mais on en a toujours eu, effectivement... Mais ça passe moins bien aujourd'hui, au fond, qu'avant. Non, mais ça, c'est sûr. L'exemple est désastreux.
L'exemple est désastreux en termes de communication politique, ça, incontestablement. Donc, effectivement, les gens ont le sentiment qu'eux font des efforts tous les jours, que dans leur quotidien, ils sont vraiment affectés. Il faut reconnaître que dans les zones rurales, il n'y a pas d'alternative à la voiture. Très souvent, vous êtes obligé, et un couple doit avoir 2 voitures pour circuler et pour vivre, tout simplement. C'est vraiment le thème de cet article, hein. C'est la goutte de pétrole qui fait déborder le vase. Comment faire sans voiture dans les zones comme le Jura. On voit bien que le président en a pris la mesure puisqu'il est en train d'annoncer, enfin de faire en sorte qu'il y ait une aide pour les ménages qui travaillent. Merci Thierry Dupont. Et dans la Gazette, c'est les maires sous le feu des médias. La une, la couve, comme on dit. Merci Jean-Baptiste Forêt, merci Thierry Dupont. La météo des territoires maintenant, sur le canal 13 de la TNT, c'est la seule météo, avec aussi les territoires français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. Et ensuite, c'est l'invité politique. À 8h, c'est Emmanuel Bompard, le directeur des campagnes de la France Insoumise. A tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, ce sera le thème tout à l'heure du débrief de l'actu d'Yves Tréhard et de Denis Jambard. Les midterms, la campagne aux États-Unis avec 2 protagonistes face à face, Donald Trump et Barack Obama. C'est également le thème, l'un des thèmes du Zap Monde. En quelques minutes, ce que vous devez retenir de l'actualité du monde. C'est tout de suite et juste après l'invité politique Emmanuel Bompard, directeur des campagnes de la France Insoumise. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Allons-nous laisser les démocrates radicaux prendre le contrôle de notre économie et de notre avenir ? L'Amérique a maintenant la meilleure économie de l'histoire de notre pays. Ils sont en train de vous aveugler. Ils vous diront, regardez, regardez, une caravane. Mais après, ils accordent des déductions d'impôts à leur ami milliardaire. Regardez, regardez, tout ce qui fait peur. Et après, ils sabotent vos soins de santé. Regardez ce graphique fascinant publié par The Economist. Il a calculé le centre de gravité du monde en pesant le PIB de chaque nation. Dans les années 50, le centre est pile en Occident, entre la jeune puissance américaine et les vieilles puissances européennes. Et puis petit à petit, il bascule vers l'Est, attiré par la Chine, ce qui fait dire à beaucoup de gens que l'avenir sera le Pacifique et non plus l'Atlantique. Le libre-échange a son porte-voix et c'est lui qui reçoit, Xi Jinping. Un forum en forme de célébration ici, ni Trump, Merkel ou Macron, mais le russe Medvedev, le pakistanais Khan ou le hongrois Orban. Le plus beau linge de l'économie en revanche, venu contrer le protectionnisme américain. Parmi eux, le père multimilliardaire d'Alibaba y a mis de la conviction. La guerre commerciale, c'est la chose la plus stupide en ce monde. Le commerce, c'est faire la paix. Nul ne connaît son visage. Son nom de code, César. Pendant 2 ans, de 2011 à 2013, ce photographe de la police militaire syrienne a pris des clichés des détenus dans les prisons de Bachar el-Assad. Puis il a risqué sa vie pour exfiltrer ses photos. Celles de dizaines de milliers de cadavres, des Syriens opposants aux présumés tels, tous morts en détention.
Ces photos témoignent d'une horreur méthodique, celle de crimes de masse commis à l'échelle industrielle, dans un système carcéral en forme d'abattoir. En France, ces photos servent d'éléments de preuve pour l'ouverture d'une information judiciaire en 2016, avant la délivrance de mandats d'arrêt internationaux contre 3 hauts responsables du régime syrien.